Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère, Laith Marouf, est avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. Merci de me recevoir, Nima. Laith, je voudrais commencer par ce qui s'est passé la nuit dernière. Une attaque américano-saoudienne contre des forces irakiennes, les FMP, les forces de mobilisation populaire en Irak. Or, cette force fait partie de l'armée irakienne. Elle ne fait pas partie du Hachd ni de ses forces de résistance en Irak. Mais cette attaque est d'une certaine manière une attaque contre l'Iran, contre le gouvernement irakien. Et la raison pour laquelle ils ont attaqué l'Irak, ce sont les attaques de drones contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Comment comprenez-vous le chaos qui règne entre l'Arabie Saoudite et l'Irak et ces attaques? Eh bien, nous avons désormais des démentis de l'Irak et de l'Iran, affirmant qu'aucun drone ni missile n'a été tiré depuis l'Irak vers le territoire saoudien. Il semble donc que les Saoudiens et les Américains aient inventé une histoire d'attaque qui n'a jamais eu lieu depuis l'Irak contre des installations saoudiennes pour justifier leur agression contre l'armée irakienne. Et les FMP, comme vous l'avez justement souligné, font partie de l'armée irakienne. Elles sont sous le commandement du ministère irakien de la Défense et du Premier ministre irakien. Il ne s'agit pas du Hezbollah irakien ni d'autres factions qui ne font pas partie des FMP. C'est donc une attaque directe contre l'État irakien et l'armée irakienne. Et je pense que, vous savez, les Saoudiens vont peut-être le regretter, tout comme leurs attaques contre le Yémen, qui n'étaient clairement pas dans leur intérêt. Les attaques contre le Yémen et maintenant les attaques contre l'Irak menées par l'armée saoudienne ne servent absolument pas les intérêts du royaume saoudien. Elles servent uniquement les intérêts de la colonie juive et des forces d'occupation américaines dans la région. Le régime saoudien se retrouve entraîné dans des batailles contre ses voisins, dans une guerre directe avec eux, alors qu'il n'y avait eu aucune déclaration de guerre entre l'Irak et le royaume saoudien. Et maintenant, il se retrouve dans cette confrontation directe. Tout cela parce que les États-Unis doivent allumer des incendies partout dans la région, dans l'espoir que le chaos interne des pays d'Asie occidentale augmente leurs chances dans la confrontation avec l'Iran. Et je pense que les attaques iraniennes d'hier contre la Jordanie, dont nous allons probablement parler, sont probablement intervenues parce que l'État iranien voit que les États-Unis se préparent à mener davantage d'attaques et qu'ils les devancent. Donc, en ce moment, les deux parties en guerre, le camp impérialiste dirigé par les États-Unis et la colonie juive, ainsi que l'axe de la résistance, devancent toutes deux leur adversaire ou lui portent atteinte dans ce moment de prétendu cessez-le-feu. Sans confrontation directe entre l'Iran et les États-Unis, ce sont désormais les partenaires secondaires de ces coalitions qui sont pris pour cible par les États-Unis et dans ce cas-ci, par l'Iran. Vous avez évoqué le cas du Yémen, et il n'y a eu aucune déclaration. Parce que chaque fois qu'ils font une telle chose, qu'ils attaquent une installation ou certains sites en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays, ils publient une déclaration pour expliquer quelle était la principale raison de cette attaque. Et nous n'avons rien vu de leur part. En fait, hier, une déclaration indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une attaque de leur part. Ils n'ont pas attaqué l'Arabie Saoudite. Pourtant, on voit l'Arabie Saoudite les attaquer malgré tout. Et selon vous, est-ce que cette attaque a réellement eu lieu? Ou bien était-ce, d'une certaine manière, un mélange avec les attaques que le Yémen a menées contre l'Arabie Saoudite? Ils voulaient lancer leur propre attaque contre nous. Nous devons répondre, parce que personne, vous savez, ne revendiquait la responsabilité de la dernière attaque contre l'Arabie Saoudite.
Je ne sais pas si cela s'est produit lorsque les drones ont été utilisés depuis le Yémen ou depuis l'Irak. Quelle est votre compréhension de la situation? Vous savez, ces 3 dernières années, tout le monde a pu constater que les membres de l'Axe de la Résistance sont très fiers de leurs actions. Chaque fois qu'ils mènent une attaque contre une force impérialiste ou sioniste, ils l'annoncent au moment où elle se produit, puis après coup, avec davantage de détails sur les résultats de cette attaque. De même, chaque fois qu'il y a des informations sur des martyrs au sein des forces de l'Axe de la Résistance, ses membres sont très fiers de les annoncer et de dissimuler leurs pertes. À l'inverse, nous avons aussi vu l'alliance impérialiste et le camp sioniste. Chaque fois qu'ils sont attaqués, ils publient des communiqués et des vidéos pour tenter de rallier le public à leur cause. Ils montrent les dégâts. Au moins, une fois que cela arrive, ils condamnent le membre de l'Axe de la Résistance qui a mené cette attaque. Eh bien, dans cette situation, nous avons des démentis de l'Irak, du Yémen et de l'Iran, selon lesquels aucune attaque n'a été menée contre le territoire saoudien par des forces irakiennes. Et nous n'avons aucune vidéo provenant du territoire saoudien qui nous montre des dégâts, ni ces missiles ou ces drones atteignant leur cible. Et bien sûr, comme on le voit, des milliers, voire des millions de citoyens saoudiens filment chaque attaque et les publient sur les réseaux sociaux. Or, rien de tout cela n'existe. Donc, je croirais sans aucun doute les déclarations des forces de mobilisation populaire et de l'État iranien. Cela indique clairement qu'il n'y a jamais eu d'attaque contre le territoire saoudien venant d'Irak. Il n'y en a eu aucune venant du Yémen non plus. Le Yémen a annoncé les véritables cibles qu'il avait frappées liées à l'industrie pétrolière du régime saoudien et ne l'a pas caché. Pourquoi le Yémen aurait-il, disons, caché d'autres attaques? Il est donc clair qu'il n'y a jamais eu d'attaque et que c'était une histoire inventée de toutes pièces, uniquement pour donner aux médias une justification à cette attaque. Cette attaque non provoquée et illégale, menée par le régime saoudien et les forces américaines contre une partie du ministère de la Défense et des forces armées irakiennes, les forces armées officielles de l'Irak, les forces de mobilisation populaire. Vous attendez-vous à ce que l'Irak réponde à ce qui s'est passé? Ou peut-être qu'il ne répondra pas officiellement. Il laissera les composantes de l'Axe de la Résistance répondre à l'attaque israélo-américaine, saoudo-américaine, sur son sol. Vous savez, le PMF dit qu'il y a environ 70 martyrs dans ces sièges officiels qui ont été attaqués. Là encore, ce n'est pas juste. 20, oui. Pardon, 20 morts et peut-être environ 70 blessés. Je suis désolé. Oui, les blessés. Vous voulez dire les victimes blessées? Oui, blessés et martyrs réunis, cela fait environ 70 victimes. D'accord. Merci de m'avoir corrigé sur ce point. Et donc, regardez. Aujourd'hui, l'Irak a un premier ministre et un président qui sont des vassaux des États-Unis. Une situation semblable à celle du Liban. Sinon, le premier ministre aurait dû ordonner à l'armée de l'air irakienne, qui est très avancée à l'échelle de la région. L'armée de l'air irakienne a été modernisée par les Américains. Alors, pourquoi l'armée de l'air irakienne n'a-t-elle pas décollé pour tenter d'empêcher des attaques sur son propre territoire? C'est uniquement parce que le Premier ministre est une marionnette, tout comme le président de l'Irak. Je ne m'attends donc pas à ce que le gouvernement irakien riposte à ces attaques sur son territoire. Il y a eu des attaques et des contre-attaques sur le territoire irakien depuis des mois, des années même, et peut-être, si l'on remonte plus loin, depuis des décennies. Et l'armée irakienne ne fait rien. C'est pour cette raison
que les forces de mobilisation populaire ont été créées pour défendre l'Irak contre Daesh et d'autres attaques. Et finalement, les FMP ont été intégrés à l'armée irakienne. Deux choses pourraient donc se produire en ce moment. La direction des FMP pourrait chercher à venger ses pertes. Mais comment le Premier ministre irakien va-t-il réagir? Va-t-il essayer d'empêcher les FMP de riposter? Il est donc plus probable que des groupes de résistance situés en dehors des Hashd al-Shaabi en Irak, comme le Hezbollah irakien, ripostent au nom des Hashd al-Shaabi. Tout cela indique, bien sûr, que les Américains cherchent à créer un chaos interne en Irak, à provoquer une confrontation entre le gouvernement irakien et les forces de résistance présentes sur le terrain. Car les États-Unis sont incapables d'obtenir quoi que ce soit eux-mêmes dans leur lutte contre le Hezbollah irakien et d'autres factions de ce type. Ils veulent donc créer une sorte de situation de guerre civile en Irak afin que les membres de l'axe de la résistance en Irak soient accaparés par un conflit interne et ne puissent pas participer à la défense du Liban, de la Palestine, du Yémen et de l'Iran. Donc, the Sualus sont L'objectif des États-Unis, sur tous les fronts d'Asie occidentale, en dehors de l'Iran, en Irak, au Yémen et au Liban, leur priorité aujourd'hui, et même s'ils ne peuvent pas vaincre les membres de l'axe de la résistance dans ces pays, de créer suffisamment de chaos et de conflits internes pour que l'essentiel de leur puissance de feu soit dirigé vers l'intérieur et qu'ils ne puissent ni renforcer ni modifier l'équilibre des forces dans la région. Voici Laith. Le mouvement irakien Harakat Hezbollah al-Nujaba a publié un communiqué dans lequel il déclare « Nous condamnons l'agression américano-saoudienne contre l'Irak et nous accusons Washington de violer la souveraineté du pays en prenant pour cible des villes irakiennes. Nous appelons le gouvernement irakien à expulser les forces américaines, à mettre fin à la coopération avec l'Arabie saoudite, à renforcer la défense aérienne de l'Irak et à demander des comptes à ceux qui ont facilité les attaques. Nous affirmons que la souveraineté de l'Irak ne sera pas violée sans conséquence et nous jurons que les responsables en paieront le prix, tout en honorant les moments du martyre. Et voici la réponse. Je pense, Laith, que l'Arabie saoudite a beaucoup à perdre dans ce combat qu'elle a engagé, comme vous l'avez mentionné. Ils ont commencé à attaquer le Yémen, et maintenant, le Yémen leur impose un blocus. Reuters a rapporté aujourd'hui qu'ils vont mettre en place un nouveau mécanisme à Bab el-Mandeb, un nouveau système de péage. Ils vont faire payer de passage à quiconque voudra emprunter Bab el-Mandeb. Et ce n'est pas tout. Ils peuvent riposter aux attaques de l'Arabie saoudite contre leurs installations pétrolières. Nous savons que les systèmes de défense aérienne en Arabie saoudite ne fonctionnent pas correctement. Et CNN a rapporté aujourd'hui que les États-Unis manquent d'intercepteurs et de missiles. C'est très important pour le combat en cours. L'autre point, c'est que si l'Irak décide de les attaquer, ils ont en gros des drones en Irak et le Yémen a des drones et des missiles. La combinaison des deux serait dévastatrice pour l'Arabie saoudite. Comment voyez-vous les choses? Pensez-vous qu'ils vont retrouver une forme de raison ou qu'ils vont continuer dans cette escalade? Vous savez, parfois, les gens ont du mal à comprendre que, même si les États-Unis contrôlent ces pays et tirent de l'argent du pétrole et du gaz, au fond, les États-Unis se fichent de savoir si les champs pétrolifères du régime saoudien brûlent. Parce que les États-Unis veulent se positionner comme le premier exportateur de pétrole et de gaz, notamment vers les marchés où ils sont en concurrence avec la Russie, les marchés européens et ceux d'Asie de l'Est. Oui,
Et dans une telle situation, une hausse des prix du pétrole, qui ne laisserait plus que la Russie et les États-Unis comme principaux exportateurs, rapporterait des milliards de dollars au régime américain, n'est-ce pas? Donc, d'un côté, on voit le régime saoudien et les autres régimes du Golfe qui sont des vassaux, vous savez, faire des choses qui ressemblent à des actes suicidaires. Et on se demande, pourquoi font-ils ça? Ne comprennent-ils pas que leur propre pétrole et leur propre gaz ne seront pas exportés? Eh bien, au fond, ce ne sont que des vassaux, et les États-Unis s'en accommodent. Désolé de vous interrompre. Quand vous dites que les États-Unis vont en tirer profit, je pense que vous parlez des oligarques aux États-Unis. Parce que les gens ordinaires, eux n'en tireront pas profit. Oui, absolument. Les magnats du pétrole et le régime aux États-Unis, qui prend sa part dans toutes les transactions. Évidemment, Trump et sa famille se sont énormément enrichis ces derniers mois, mais maintenant ils vont s'enrichir encore davantage. On verra donc la même tendance. Vous savez, les barons du pétrole et du gaz, comme Halliburton, ExxonMobil et ainsi de suite, vont tous engranger des milliards de dollars en quelques minutes si les prix continuent d'augmenter. Et si les autres concurrents de leurs exportations, c'est-à-dire principalement les monarchies du Golfe ou de la péninsule arabique, cessent d'exporter, ils en bénéficieront. Il y a donc un jeu qui se joue d'un côté. Et je pense que c'est pour cela que l'Iran et la Chine s'efforcent très fortement d'empêcher les prix du pétrole d'exploser. Parce que tout le monde dans le monde, sur la planète, en subira les conséquences, sauf les États-Unis en tant que régime. Oui, la population des États-Unis souffrira si les prix continuent d'augmenter. Mais cette hausse des prix enrichira l'élite américaine qui pousse à ces guerres. Or, quand on regarde les pénuries auxquelles les États-Unis sont confrontés, vous avez mentionné les systèmes de défense antiaérienne et les munitions en général, qui dépendent fortement des aimants, d'autres métaux, et ainsi de suite. Des métaux précieux dont la Chine a désormais limité l'accès. Cela renforce cette idée. Si les États-Unis ne sont pas capables de mener cette guerre parce qu'ils manquent de ressources, et qu'ils savent déjà avoir perdu 2 manches de cette guerre contre l'Iran, alors quelles options leur reste-t-il pour continuer à affaiblir leurs concurrents dans le monde ou pour tirer davantage profit de cette situation chaotique? Et c'est là qu'on retombe sur cette idée selon laquelle les États-Unis veulent en réalité que ces vassaux du Golfe se suicident, qu'ils s'entraînent eux-mêmes dans des guerres dont ils souffriront, et leurs exportations de pétrole et de gaz seront interrompues. Alors la Chine en particulier dépendra de plus en plus du pétrole russe et iranien. Et comme on le voit, les États-Unis accentuent la pression sur la Russie et sur l'Iran. Alors, qui sait quelle solution de repli la Chine aura si les pénuries de pétrole et de gaz continuent de s'aggraver? Et puis, il faut replacer cela dans le tableau que vous avez évoqué, Bab el-Mandeb. Là encore, on voit que les États-Unis provoquent en réalité le Yémen pour en arriver à bloquer Bab el-Mandeb et à y instaurer un péage. D'une certaine manière, les États-Unis peuvent donc tirer profit de cette situation de plusieurs façons, même lorsqu'ils perdent directement la guerre. Voici une autre question. Une faction en Irak, Saraya al-Dam, a publié un communiqué exigeant que l'Irak rompe ses relations diplomatiques et économiques avec l'Arabie saoudite et expulse l'ambassadeur saoudien. Le communiqué a appelé le gouvernement à réexaminer les récents accords avec les États-Unis et à annuler la visite prévue au Hedjaz. C'est nouveau pour le gouvernement irakien. Le gars, le Premier ministre, a été élu il y a seulement quelques semaines. Et c'est quelque chose d'un lot. Il est allé aux États-Unis, puis il est allé en Iran, il est allé en Turquie,
Et il a essayé de jouer un jeu politique. Et maintenant, il se retrouve au milieu d'une sorte de chaos en Irak. Et il ne peut pas ignorer l'attaque. Le problème, c'est qu'il ne peut pas l'ignorer, et ces gens font pression sur lui. Que pensez-vous, Laith, du fait que les États-Unis aient, d'une certaine manière, essayé de créer des divisions au sein de l'Irak, de désarmer l'axe de la résistance en Irak et le Hezbollah, et que maintenant ces attaques unifient en quelque sorte le pays et mettent la pression sur le Premier ministre irakien? Vous savez, certaines de ces attaques, la nuit dernière en Irak, ont visé Kerbala. C'est la ville sainte où se trouve le tombeau de Hussein. Et à proximité se trouve bien sûr le tombeau d'Ali, à Najaf. C'était donc une provocation religieuse. Et si Saraya al-Dam évoque le voyage du Premier ministre au Hejaz, c'est parce que les lieux saints en Irak ont été attaqués et que maintenant, vous allez faire un pèlerinage au Hejaz où c'est sûr et où personne n'attaque, et ainsi de suite. Je pense donc que cela fait partie de l'idée qu'ont les Saoudiens et les Américains, créer des tensions religieuses en Irak. Et quand on voit ces milices chiites parler de Karbala, des dégâts à Karbala et des attaques contre Karbala, puis replacer cela dans le contexte de ce qui se passe pendant le Hajj, dans le Hejaz et ainsi de suite, cela indique déjà que nous pourrions peut-être assister à l'émergence d'un nouveau type d'État islamique ou quelque chose de ce genre, que les Américains et les Saoudiens pourraient être en train de préparer. Cela ne m'inquiète pas trop d'ailleurs, parce que la grande majorité des escadrons de la mort wahhabites et des mercenaires à travers le monde ont été massacrés en Syrie, ou bien ont désormais été dispersés par le régime turc vers d'autres zones de conflit en Afrique, notamment pour continuer à déstabiliser des régions comme le Sahel et la Corne de l'Afrique. Donc les Saoudiens ne peuvent pas faire grand-chose pour faire venir des escadrons de la mort wahhabites étrangers. En revanche, ils peuvent payer des Irakiens pour essayer de créer des milices. Mais ils n'auront, je pense, pas beaucoup de succès. D'autant plus que les milices kurdes sont très occupées en ce moment à défendre leur territoire et que l'Iran les bombarde presque quotidiennement. Donc je ne sais pas jusqu'où les Saoudiens et les Américains pensent pouvoir semer la division au sein de la société irakienne. Le Premier ministre irakien est actuellement sous pression, en quelque sorte mis en demeure par les forces de résistance du pays, d'œuvrer à des représailles au nom de la population. Et s'il ne le fait pas, s'il n'obtient pas que les forces armées irakiennes ripostent officiellement, alors elles riposteront elles-mêmes. Et c'est ce que veulent les États-Unis. Les États-Unis veulent en réalité que le gouvernement irakien entre en confrontation avec les forces de résistance. Et cet attentat faisait en partie du plan. Ça ne semble pas près d'arriver, Laith. Voici ce que Donald Trump a déclaré à Fox News. Selon lui, les attaques menées dans la nuit contre les PMF ont été coordonnées avec le gouvernement irakien. Et si c'est le cas, les conséquences sont énormes pour le gouvernement irakien. Je ne vois pas comment il pourrait gérer ça. Oui, enfin écoutez, c'est une question majeure. Est-ce que c'est vrai, au fond, ou est-ce que c'est simplement inventé? Est-ce que Trump expose en quelque sorte ce Premier ministre pour essayer de le pousser à engager une confrontation par la force avec le Hezbollah, l'Irak et les Saraya Awliya al-Dam? Donc pour l'instant, je n'y croirais pas. Et il est clair que l'armée irakienne, dont font partie les FMP, aurait dû avoir connaissance de cette attaque si le Premier ministre l'avait soi-disant approuvé. À moins qu'il y ait désormais une rupture entre le Premier ministre, le ministre de la Défense et le commandant en chef de l'armée. Et c'est un très gros problème. La question se pose, parce que nous savons qu'au Liban,
il existe ce type de confrontation entre le Premier ministre, le président et le chef d'état-major, le chef de l'armée. L'armée refuse d'attaquer le Hezbollah au Liban, tandis que les États-Unis attaquent le Hezbollah, ou Israël le fait, en affirmant agir en coordination avec le Premier ministre. Il se peut donc que nous arrivions en Irak à un moment exactement semblable à celui que nous observons au Liban. Mais nous ne disposons pas de tous les éléments ni de toutes les révélations dont nous disposons au Liban. Nous avons au Liban un Premier ministre et un président qui vont à Washington, D.C. et qui se coordonnent directement dans cette situation. Nous n'avons pas eu de déclaration du Premier ministre irakien qui se rapproche, ne serait-ce que de loin, des déclarations collaborationnistes du président libanais. Je pense donc qu'il faut attendre de voir. Mais quoi qu'il en soit, le Premier ministre irakien est aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Il doit prendre publiquement position, soit pour ses attaques, soit contre elles. Et sa position doit être sans équivoque, car ni les forces de l'axe de la résistance en Irak, ni les Américains et les Saoudiens n'accepteront une déclaration qui ménage les deux camps. Le fait que l'Iran ait attaqué la Jordanie, c'est quelque chose de nouveau. L'Iran qui lance une attaque préventive. Donald Trump, dans la même interview que je viens de mentionner, a déclaré qu'ils allaient répondre à l'Iran, qu'ils allaient riposter, et qu'ils riposteraient durement. Et il semble que ce soir, nous allons avoir une nouvelle vague d'attaques contre l'Iran, peut-être dans le sud et l'ouest du pays. Voilà ce qui se passe. Hier, vous savez, le prix du pétrole a augmenté 4%. À l'heure où nous parlons, il est à 89 $ le baril. Et quand on voit ce qui se passe en Asie de l'Ouest, on voit l'Iran attaquer la Jordanie, sans se concentrer sur le Koweït et Bahreïn. Et hier soir, au même moment où ils attaquaient la Jordanie, il y avait aussi des cibles au Kurdistan irakien. D'un autre côté, on voit le conflit entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Et maintenant, c'est l'Irak qui arrive. À votre avis, est-ce que cela va aider la position des États-Unis? Je suppose qu'Israël tirerait profit de ce qui se passe, mais je ne sais pas combien de temps les États-Unis peuvent continuer dans ce genre de chaos, ni en quoi cela va aider leurs alliés dans la région. Oui, eh bien, ces attaques contre la Jordanie ont été très importantes, je pense. Même si le régime jordanien diffuse des vidéos affirmant avoir abattu tous les missiles balistiques, j'en doute. Il n'y a évidemment aucun moyen de le vérifier, tant que nous n'aurons pas vu des images satellites iraniennes. Mais si le gouvernement iranien et les forces militaires iraniennes se concentrent sur la Jordanie, c'est parce que les bases américaines au Koweït, aux Émirats, au Qatar, à Bahreïn et en Irak sont hors service. Et à l'heure actuelle, le dernier centre névralgique restant des forces américaines, ainsi que de leur commandement et de leur contrôle, en dehors de la colonie juive, se trouve en Jordanie. L'Iran doit donc éliminer cette présence en Jordanie afin que la prochaine étape puisse être préparée. Dans le cas où il y aurait une attaque majeure des États-Unis, qui reposerait sur des bombardiers à long rayon d'action et ou des avions stationnés en Europe de l'Est et dans la colonie juive, avec des avions ravitailleurs décollant de la colonie juive pour aider ces bombardiers, alors l'Iran devra attaquer la colonie juive et les sources des attaques en Europe de l'Est, c'est-à-dire à Chypre, en Crète, l'île grecque, et en Bulgarie, ou est-ce la Hongrie. L'un des deux héberge désormais, la Bulgarie héberge actuellement ses avions ravitailleurs et certains des escadrons. Donc cela ne peut pas se produire s'il y a toutes ces défenses aériennes en Asie occidentale qui tentent d'intercepter les missiles iraniens alors qu'ils se dirigent vers ces bases plus éloignées.
C'est pourquoi je pense que l'Iran a mené cette attaque préventive, pour mettre hors d'état de nuire ce qui restait des forces américaines et des lignes de défense en Jordanie. L'objectif était d'ouvrir la voie à l'étape suivante, si les États-Unis sont assez stupides pour lancer une attaque majeure, et si ces pays d'Europe de l'Est sont eux aussi assez stupides pour autoriser les États-Unis à utiliser leur territoire. Que se passe-t-il au Liban? Hier, nous avons eu des informations selon lesquelles Israël attaquait la région du mont Al-Tahir, cette forteresse dont nous parlions auparavant. C'est tellement important. Mais ils l'attaquaient. Aujourd'hui, ils ont dit que le Hezbollah les attaquait avec des drones et qu'ils devaient donc riposter, qu'ils devaient répondre. Quelle est la situation là-bas? Eh bien, pendant que nous parlons, un drone vole au-dessus de nous, ici à Beyrouth. C'est l'un des nombreux drones qui survolent actuellement tout le pays. Il y a donc cette guerre psychologique. Il y a aussi la possibilité qu'ils attaquent des sites en dehors du Sud, en représailles à leur humiliation d'hier soir. L'attaque en FPV menée par le Hezbollah visait un corps du génie, c'est-à-dire des engins de terrassement militaires, notamment des excavatrices et des bulldozers, qui se dirigeaient vers la colline d'Ali Tahir. Et comme on le voit, la colline d'Ali Tahir est très importante pour le Hezbollah, pour la défense de tout le sud du Liban. C'est, vous savez, certaines personnes affirment que l'un des principaux bunkers de Mugnieh, ou d'Imad, se trouve à l'intérieur. Cela fait maintenant presque 3 ans qu'elle est bombardée sans arrêt, Ali Tahir. Et les Israéliens n'ont pas réussi à pénétrer les entrées défensives, vous savez, ni les tunnels et les bases à l'intérieur de cette colline. Donc, avec cette opération menée la nuit dernière, le Hezbollah dit au régime collaborationniste ici au Liban qu'il ne se soucie pas de ses négociations avec la colonie juive. Et il dit à la colonie juive elle-même qu'il ne permettra pas aux troupes israéliennes de se déplacer sur le territoire libanais occupé sans être prises pour cible. Donc vous savez, la colline d'Ali Tahir a été attaquée il y a quelques heures par les Israéliens. Nous nous attendons à des échanges de tirs. Cela intervient au moment même où l'armée libanaise entre dans les 3 zones censées servir de zone test pour un retrait israélien. Or, 2 de ces zones n'ont jamais été occupées, et les Israéliens ne s'en sont donc jamais retirés. Mais vous savez, je pense que nous verrons, en cas de confrontation directe à plus grande échelle, l'armée libanaise se retirer à nouveau de ses positions. Hier, l'armée libanaise a annoncé avoir trouvé un dépôt d'armes du Hezbollah dans l'un des villages où elle est entrée. Nous n'en avons pas encore vu d'image, mais il est très probable que l'armée libanaise détruise ces armes, comme elle l'a déjà fait chaque fois qu'elle a trouvé des armes du Hezbollah. Voyez-vous un scénario dans lequel toutes les composantes, toutes les parties de l'axe de la résistance entreraient dans le combat en cas de nouvelle escalade entre les 2 camps? Vous savez, je me pose moi aussi cette question depuis 2 ans et demi. Et chaque jour, je suis de plus en plus convaincu que les membres de l'axe de la résistance ont décidé d'en faire une guerre d'usure. Non pas parce qu'ils n'accordent pas de valeur à leur propre peuple, à la vie de la population ou à la situation économique, mais parce qu'ils préfèrent ne pas entraîner l'humanité dans une guerre nucléaire. Cette stratégie de la mort par 1000 coupures. Vous avez un empire et une colonie juive qui possèdent tous 2 des armes nucléaires. Et si vous les écrasez d'un seul coup, ou si vous lancez contre eux une offensive totale d'un seul coup, ils pourraient utiliser ces armes nucléaires. Vous voulez donc, lentement et par étapes,
épuiser la puissance de cet empire et de cette colonie juive et faire en sorte qu'ils n'utilisent pas d'armes nucléaires à mesure que la défaite approche. Je doute donc que tous les membres de l'axe de la résistance combattent simultanément. Même si nous avons vu des exemples plus limités de cela au début de la guerre contre Gaza, lorsque nous avons vu la résistance irakienne, le Hezbollah et la résistance yéménite défendre la Palestine. Et l'Iran est resté à l'écart pendant un moment, jusqu'à ce que nous voyions la guerre de 12 jours se produire, n'est-ce pas? Mais même pendant la guerre de 12 jours, tous les membres de l'axe de la résistance n'ont pas rejoint l'Iran. Et même pendant la guerre de 40 jours, là encore, tous les membres de l'axe de la résistance n'ont pas rejoint l'Iran. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se joindre à lui. C'est parce qu'il y a des rôles, des étapes et des conditions pour que chacun de ses membres utilise les armes dont il dispose. En gros, vous ne voulez pas que les membres de l'axe de la résistance utilisent tous leurs armements en même temps, puis se retrouvent face à des surprises. Ou qu'un des fronts soit affaibli parce qu'il a utilisé ses armes, non pas dans une posture défensive contre des attaques visant cette composante, mais pour défendre une autre composante. Il y a donc une stratégie plus large. Nous ne connaissons pas les composantes, leur stock, leur état, leur capacité, ni leur rôle au sein de cet axe de la résistance, parce que nous ne sommes pas dans les centres de commandement et de contrôle de l'axe de la résistance. Mais je suis certain qu'il existe une stratégie que nous, comme l'ennemi, ne percevons pas pleinement, parce que nous ne sommes pas dans cette pièce. Nous n'avons pas l'évaluation complète des forces irakiennes et du gouvernement irakien concernant les principales cibles de ces attaques. Étaient-elles toutes centrées sur les armes? Ou bien essayaient-ils, en même temps, de frapper des armes et des munitions, peut-être en parallèle d'assassinats? C'est important, parce que vous allez alors voir la même chose se produire en Arabie Saoudite. C'est quelque chose de nouveau, Leth. Jusqu'ici, il s'agissait de frapper des cibles en Arabie Saoudite, l'Iran frappant des cibles compte tenu des bases américaines sur son sol. Mais ils escaladent la guerre de telle sorte qu'on peut leur faire la même chose. On peut assassiner certaines personnalités de haut rang en Arabie Saoudite. Et selon vous, est-ce que cela va se produire s'ils arrivent, d'une manière ou d'une autre, à la conclusion qu'il s'agissait d'une sorte d'assassinat sur leur sol? Et comment vont-ils y répondre? Vous savez, le choix des Saoudiens et des Américains d'attaquer les bureaux et les quartiers généraux des FMP indique en réalité qu'ils cherchaient simplement à faire preuve de brutalité. D'accord? Ce sont des bureaux dont tout le monde connaît l'emplacement. Les armes qui ont été visées faisaient partie des stocks de l'armée irakienne et leur lieu de stockage avait été déclaré. Ce sont des armes qui n'allaient pas être utilisées par le Hezbollah irakien ou par d'autres factions de l'axe de la résistance en Irak. Il s'agissait donc davantage d'une soif de sang. Et même parmi les martyrs et les blessés des FMP, y compris s'ils occupaient des postes élevés, aucun n'était membre du Hezbollah irakien. Ce ne sont donc pas des décideurs au sein des composantes actives de la résistance en Irak. Donc, la seule façon de comprendre cela, une fois qu'on en évalue la valeur tactique, c'est comme une tentative de créer des divisions au sein des forces armées irakiennes et plus particulièrement au sein de la population chiite, parce que vous avez un premier ministre chiite qui collabore et que les cibles étaient principalement des officiers chiites dans des lieux chiites comme Kerbala. C'était donc une provocation destinée à créer des dissensions internes. C'est la seule véritable valeur tactique de ce que les États-Unis et les Saoudiens ont fait dans ces attaques. Maintenant, comment les membres de l'axe de la résistance, le Hezbollah irakien, vont-ils réagir s'ils veulent assassiner quelqu'un? Je veux dire, assassiner des généraux saoudiens. C'est comme assassiner Bob l'éponge. D'accord.
Ce sont des gros bonnets qui n'ont jamais fait la guerre. Vous savez, ils sont allés se faire payer leurs études. Ces généraux saoudiens ont probablement un niveau de lecture d'école primaire. Et en réalité, ils ne font qu'obéir aux ordres des généraux américains. Donc, si le Hezbollah irakien et d'autres membres de l'axe de la résistance en Irak veulent riposter de la même manière, ils ne viseront pas des généraux saoudiens. Ils devront viser la présence américaine autour de l'Irak. Ils devront chercher où les officiers américains se cachent et quel hôtel à Riyad cibler, parce que c'est cela qui ferait réellement mal aux Américains. Perdre quelques officiers et généraux saoudiens, c'est comme perdre un peu de poussière sur sa voiture. Ça devient difficile. Je pense que l'Arabie saoudite le comprend parfaitement en Europe. Merci. Merci beaucoup, Laith, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Allez sur freepalestine.video. Juste en dessous du nom de Laith, vous pouvez le voir, freepalestine.video. Et soutenez Laith Marouf. Il fait un travail formidable. Il fait un travail incroyable à Beyrouth et nous fournit des informations que personne d'autre n'est en mesure de nous donner. Merci beaucoup, Laith. Merci beaucoup, Nima. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.